Oui, j'ai tué Émile. Ces mots glaçants, murmurés à l'ombre d'une enquête hors du commun, résonnent encore aujourd'hui comme un écho inquiétant dans l'affaire la plus choquante de ces dernières années. Que s'est-il réellement passé ce jour d'été à Auverney ? Que se cache-t-il derrière le lourd silence de la famille ? Dans cette exclusivité en 3 parties, nous dévoilons les coulisses de l'enquête, les révélations de l'avocat du grand-père d'Émile et les zones d'ombre restantes. Avant d'approfondir cet incident déchirant, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune enquête ni aucune actualité. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des dernières révélations, accident, silence familial ou manipulation médiatique. Lisez jusqu'au bout, cela vous rapprochera un peu plus de la vérité. Le 8 juillet 2023, dans le petit village de Auverney, situé dans les Alpes de Haute-Provence, un drame inimaginable secoue la France. La petite fille Émile, âgée de seulement 2 ans et demi, disparaît mystérieusement alors qu'elle joue dehors. Une opération de recherche à grande échelle a été immédiatement lancée, impliquant la police, des drones, des chiens renifleurs et des volontaires du village. Pendant des jours, les gens ont fouillé les collines et les forêts environnantes, mais n'ont trouvé aucune trace concrète de l'enfant. Le silence du Auverney devint assourdissant et le doute envahit peu à peu l'air. L'enquête est restée bloquée pendant des mois. Les indices s'en mêlent, les théories se multiplient. Accidents, fugues, enlèvements, mauvaises intentions de tiers, implications familiales. Puis, un événement inattendu s'est produit en mai 2025 lorsqu'un randonneur a accidentellement découvert des fragments d'os sous le village. Les résultats de l'analyse ADN étaient au clair, il s'agissait bien des restes d'Émile. Ce choc a relancé l'enquête dans une direction plus sombre et plus ciblée. Très vite, l'attention s'est tournée vers la famille. Aux premières heures du 13 mai 2025, la police frappe à la porte des grands-parents d'Émile, Philippe et Anne Vedovini. Le couple, jusque-là considéré comme parfait, a été arrêté avec leurs 2 enfants adultes pour meurtre intentionnel et recel de cadavres. Ce fut un choc énorme pour la famille et le public. Comment peut-on imaginer que ceux qui aimaient le garçon aient été impliqués dans sa disparition tragique ? Philippe Vedovini, ostéopathe réputé à la Bouilladis, a rapidement été soumis à un interrogatoire intensif. Pendant 48 heures, il a été interrogé sur ses actes le jour de sa disparition, ses relations familiales et les éventuelles tensions au sein de la famille. Son avocate, Isabelle Colombani, a déclaré aux journalistes que son client coopérait pleinement avec les enquêteurs malgré sa grande fatigue et son possible état émotionnel. Elle a souligné son désir de faire éclater la vérité, mais a également souligné la douleur d'être soupçonnée de la mort de son neveu. Les enquêteurs disposaient alors de preuves troublantes mais non concluantes. Des conversations téléphoniques interceptées entre les membres de la famille Vedovini révélaient des tensions et des conflits sous-jacents. La police s'est également penchée sur le passé de Philippe Vedovini, notamment sur son passage dans la communauté de Riaumont dans les années 1990, une organisation religieuse catholique traditionnellement militante et souvent controversée. Les anciens résidents décrivent l'atmosphère ici comme stricte, parfois autoritaire. Ces déclarations ont soulevé des doutes sur la personnalité de l'homme, mais n'ont pas prouvé de lien direct avec la disparition d'Émile. L'atmosphère dans la cellule de police était tendue. Les membres de la famille ont condamné l'intense pression psychologique exercée par les enquêteurs, estimant que la clé de l'affaire réside dans la famille. De leur côté, les médias attisent l'effervescence autour de l'affaire, certains allant jusqu'à évoquer la possibilité d'un crime d'honneur ou d'un terrible accident délibérément dissimulé. Dans ce contexte, le principe d'innocence sera remis en cause, mais après 2 jours de garde à vue, aucune confession n'a été faite. Le parquet d'Aix-en-Provence a officiellement annoncé que le mandat d'arrêt de la police avait été levé sans poursuites immédiates. Il a toutefois souligné que la possibilité d'une implication interne de la famille n'a pas été écartée, laissant planer des doutes sur l'implication éventuelle de certains membres qui ne peut actuellement être prouvée par des preuves physiques ou des facteurs objectifs. Ce premier coup d'état juridique a eu de graves conséquences. L'incident a encore plus brisé une famille déjà traumatisée par le chagrin et l'exposition médiatique. Cela ouvre également un débat douloureux. Les enquêteurs doivent-ils concentrer leurs efforts sur la recherche de la famille et ignorer les autres scénarios ? Le grand-père d'Émile, bien qu'aucune charge n'ait été retenue à ce jour, est toujours sous les feux des projecteurs. Alors que l'affaire se déroule et que la France retient son souffle, un voile de doute, d'incertitude et d'attente plane désormais sur chaque geste et chaque mot de la famille Vedovini. L'avocate brise le silence, plaidoyer pour une enquête élargie. À peine sortie de cette épreuve éprouvante, la famille Vedovini se retrouve au centre d'une tempête médiatique sans précédent. Bien qu'aucune charge ne soit retenue contre eux, les regards restent méfiants, les spéculations vont bon train et une partie de l'opinion publique semble déjà avoir tranché. C'est dans ce climat délétère que Isabelle Colombani, avocate du grand-père d'Émile, prend la parole publiquement.
D'un ton calme mais ferme, elle dénonce ce qu'elle considère comme une forme de harcèlement judiciaire et médiatique, tout en rappelant une vérité fondamentale, la présomption d'innocence. Dès le début de son intervention, May Colombani cherche à rétablir l'équilibre dans le récit devenu dominant. Selon elle, l'acharnement des enquêteurs sur la piste familiale relève davantage d'un besoin de réponse immédiate que d'une démarche réellement fondée sur des preuves solides. Elle souligne que les longues heures d'interrogatoire n'ont débouché sur aucun aveu, aucune contradiction, aucune preuve formelle. Mon client a répondu à toutes les questions, avec dignité, avec douleur. Mais il n'a rien à cacher parce qu'il n'a rien fait, déclare-t-elle dans une interview accordée à la presse régionale. Son plaidoyer dépasse la simple défense de son client. Il s'agit aussi d'une critique plus large sur la manière dont l'enquête est conduite. L'avocate pointe le fait que d'autres pistes ont été écartées trop tôt, notamment celle d'un rôdeur extérieur, d'un accident suivi d'un acte de panique ou encore celle d'un enlèvement par une personne inconnue du cercle familial. À ses yeux, l'hypothèse d'un drame strictement intrafamilial est devenue presque exclusive, au détriment d'une analyse globale des faits. Elle revient également sur la découverte des vêtements d'Émile et sur les ossements retrouvés plusieurs mois après sa disparition. Aucun de ces éléments, selon elle, ne permet de conclure à une quelconque implication des proches. Aucune trace d'ADN suspect, aucun élément matériel ne lie la famille à une scène de crime. Ce sont des indices tragiques, certes, mais aussi neutres sur le plan judiciaire. May Colombani appelle donc à la prudence, à la retenue, à l'humilité devant l'énigme que représente encore cette affaire. Un autre aspect important de son intervention concerne le traitement médiatique de l'enquête. Elle dénonce les fuites dans la presse, les révélations approximatives, les articles à sensation qui ont déjà jugé ses clients dans la cour d'opinion. Elle évoque notamment certains titres de journaux parlant de l'aveu silencieux du grand-père, de ambiances sectaires au sein de la famille ou encore de punitions divines suggérées par les proches religieux de la communauté de Riomont. Selon elle, ces interprétations sont non seulement infondées, mais surtout dangereuses pour l'enquête elle-même. Dans ce contexte, May Colombani fait une demande claire, que l'enquête soit reprise sur des bases plus larges, avec un regard neuf, sans préjugés. Elle propose même que de nouveaux experts soient sollicités, notamment en psychologie de l'enfance, en géolocalisation et en environnement rural. L'objectif est de ne rien négliger, de reconsidérer le moindre détail, même ceux qui avaient été écartés initialement. La douleur de la famille Vedovini est, selon elle, double, celle de perdre un petit-fils, un neveu, un enfant chéri, et celle d'être transformé en bourreau sans preuve. Elle insiste sur le fait que ses clients ne cherchent pas à fuir la justice, mais au contraire à l'aider à faire toute la lumière. C'est pourquoi, dit-elle, ils ont accepté les gardes à vue, ont coopéré sans avocat dans un premier temps, ont ouvert leur maison et leur téléphone sans la moindre résistance. La parole de May Colombani agit comme un contrepoids. Elle redonne un visage humain à une famille que beaucoup avaient déjà commencé à diaboliser. Son intervention rappelle que, derrière les gros titres et les thèses chocs, se cachent des personnes en chair et en os, blessées, désorientées, mais encore debout. Et surtout, elle insiste, tant que la vérité n'est pas établie avec certitude, chacun mérite d'être entendu, respecté, et non jugé sur des impressions. Alors que l'affaire Émile s'enfonce dans un dédale d'hypothèses et de silence, la voix de l'avocate vient poser un jalon essentiel. Celui de la justice équitable, sans raccourci ni vengeance déguisée. Pour elle, le seul objectif doit rester la vérité, toute la vérité, même si celle-ci est complexe, lente ou dérangeante. Entre douleur et espoir, une famille en quête de vérité. À la suite des déclarations de May Colombani, la tempête médiatique autour de la famille Vedovini ne faiblit pas. Bien au contraire, l'opinion publique semble désormais divisée entre ceux qui réclament des réponses immédiates et ceux qui, touchés par le témoignage de l'avocate, appellent à la retenue. Dans ce climat de tension permanente, la famille, épuisée par la pression judiciaire et médiatique, tente de retrouver un semblant de quotidien. Mais comment continuer à vivre normalement quand tout, autour de soi, rappelle l'absence tragique d'un petit être adoré? Philippe Vedovini, bien qu'aucune charge ne pèse sur lui, est devenu l'ombre de lui-même. L'homme, autrefois respecté dans sa communauté pour son métier et son engagement dans des cercles catholiques traditionnels, vit désormais retranché. Des voisins qui autrefois lui adressaient de la parole détournent désormais le regard. Dans les rues de la Bouilladis, les chuchotements remplacent les salutations. La rumeur est devenue une seconde condamnation silencieuse, mais implacable. Sa femme, Anne, elle aussi brisée par l'épreuve, garde le silence. Elle refuse les interviews, les apparitions, les commentaires. Selon des proches, elle passe ses journées à prier, à pleurer, à relire les souvenirs qu'il lui reste d'Émile, une photo froissée,
Un dessin maladroit, un petit vêtement oublié dans un tiroir. Rien ne semble pouvoir apaiser le vide immense laissé par l'enfant disparu, puis retrouvé mort. Dans ce contexte déjà lourd, un événement vient assombrir encore davantage l'atmosphère. Le 31 mars 2025, Claude Gilliot, prêtre traditionnaliste très proche de la famille Vedovini et figure influente dans la communauté de Riomont, est retrouvé sans vie dans son appartement. Le choc est immense. Officiellement, il s'agit d'un suicide. Un mot aurait été laissé, mais son contenu reste à ce jour confidentiel. Les spéculations redoublent. Ce geste dramatique a-t-il un lien avec la mort d'Émile? A-t-il emporté un secret dans la tombe? Ou s'agit-il d'un acte de désespoir face à la pression insupportable que subissent tous les proches de la famille? Cette disparition relance les débats. Certains y voient la preuve d'un malaise profond au sein de la communauté religieuse qui entoure les Vedovini. D'autres y perçoivent, au contraire, la confirmation qu'un homme innocent a cédé face à l'opprobre public. Quoi qu'il en soit, ce nouveau drame ajoute une couche supplémentaire de tristesse et d'incompréhension à une affaire déjà bien trop lourde. Pour la famille, pourtant, une seule chose importe désormais, la vérité. Pas une vérité dictée par les plateaux télé ou les éditoriaux sensationnalistes, une vérité judiciaire, froide, méthodique, fondée sur des faits et non sur des ressentis. C'est dans ce but qu'ils ont demandé, par l'intermédiaire de leur avocate, la reprise complète de l'enquête. Ils réclament que de nouvelles expertises soient menées sur les ossements retrouvés, que les vêtements d'Émile soient réexaminés avec les technologies les plus avancées et que de nouveaux témoins soient entendus, notamment des promeneurs, des habitants, des passants qui auraient pu croiser l'enfant ce jour fatidique. En parallèle, ils souhaitent créer une fondation au nom d'Émile, non pas pour effacer la douleur, car rien ne le peut, mais pour transformer leur chagrin en action. L'idée serait de financer des projets de recherche sur les disparitions d'enfants, de soutenir les familles confrontées à des drames similaires et de participer à une réflexion nationale sur la médiatisation des affaires judiciaires en cours. Pour eux, c'est aussi une manière de rendre à Émile une part de dignité, de le sortir du tumulte, de l'arène publique, pour lui rendre ce qu'il était. Un enfant innocent disparu trop tôt. À mesure que les mois passent, l'émotion cède peu à peu la place à une détermination froide. La famille Vedovini ne veut plus se battre pour son honneur. Elle veut se battre pour la justice. Même si cela doit prendre des années. Même si le chemin est semé d'embûches. Même si, au bout du compte, la vérité fait encore plus mal que le doute. Car au fond, tout est là. Dans cette quête obstinée d'une réponse, dans ce besoin vital de savoir ce qui s'est réellement passé ce jour d'été 2023 au Haut-Vernay. Émile n'est plus là, mais ceux qui l'ont aimé, malgré le soupçon, malgré la douleur, malgré les mots blessants, n'ont pas renoncé. Ils vivent avec une seule question brûlante au cœur. Pourquoi? Et tant que cette question restera sans réponse, ils continueront. Pour Émile, pour eux, pour la vérité. Merci d'avoir été à nos côtés jusqu'au bout de notre enquête émouvante sur l'affaire Émile. Votre attention, vos réflexions et vos réponses sont plus précieuses que jamais face à un sujet aussi sensible. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les enjeux, les doutes et la douleur qui entourent cette disparition tragique, n'hésitez pas à aimer, partager et surtout laissez votre avis dans la section commentaires. Chaque point de vue est précieux. Et pour ne rien manquer des prochaines révélations, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne en cliquant sur la cloche. D'autres enquêtes exclusives suivront prochainement, toujours avec la même attention à la vérité, au respect et à la profondeur. Merci encore pour votre fidélité et votre confiance. Rendez-vous dans la nouvelle vidéo